Merci, bonjour. Alors, Emmanuel Carly, vous êtes le directeur d'Epitech. Ouais. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique école, présentez Epitech. Donc, Epitech, c'est une école d'informatique qui a été fondée en 99. C'est un peu la petite sœur d'Epita. À cette époque-là, Epita décide d'aller vers la commission des titres d'ingénieurs, ce qui a un impact assez fort sur la pédagogie de l'école, puisqu'en fait, on va devoir faire 30% d'informatique, 30% de sciences et 30% de business. Je raccourcis un peu les choses, et en fait, à ce moment-là, il y a beaucoup d'étudiants qui grognent. Moi, j'étais étudiant à Epita en 98, et donc le groupe Ionis qui détient Epita décide de se lancer sur le modèle Epita, mais en poussant tous les paramètres à 100%. C'est-à-dire méthode projet 100%, pas de profs, ou en tout cas des profs qui sont dans une posture de coaching. Et donc 99, 300 étudiants, 2019, on est 5400 étudiants sur 20 sites. On en a 12 en France métropolitaine, 1 sur la Réunion, 3 en Europe, et on est en train d'ouvrir sur les États-Unis, à New York. On aura notre première promotion en septembre d'étudiants français qu'on enverra là-bas. Ah, super. Voilà. Une bonne... New York et pas la Silicon Valley. Non, en fait, on avait commencé à travailler il y a 3-4 ans avec Berkeley pour déployer Epitech là-bas. Mais ça pose beaucoup trop de problèmes. D'une, ils sont ultra, giga, méga chers. De deux, San Francisco, pour vivre pour les étudiants, c'est hyper compliqué. De trois, pour les visas, c'est pas si simple que ça. Et puis finalement, à regarder aussi dans l'internationalisation des boîtes, ce qui fonctionne bien, les cercles concentriques, c'est pas mal. Donc en fait, on a commencé par un premier cercle concentrique autour de la France. Au départ, c'était Berlin, Barcelone et Londres. Le travail avec les Anglais, ça a été compliqué. Et puis le Brexit, je dirais que ça a fini par nous stopper complètement. On s'est dit, si on se retrouve à devoir avoir des visas pour les étudiants, qu'est-ce qu'on fait? Donc on arrête. On s'est rabattu sur Bruxelles où le groupe avait un autre projet là-bas. On a fait un deuxième cercle avec des anciens étudiants d'origine kosovarde et béninoise qui nous ont sollicité pour ouvrir l'école. Donc on a monté un système de franchise avec eux. On n'y serait pas allé tout de suite. Donc ça a encore fait évoluer les équipes pour qu'on apprenne à gérer ça. Et puis là, on se dit, OK, on sort, après avoir traversé la Méditerranée, on va traverser l'Atlantique. Donc on se met de l'autre côté. Et puis petit à petit, on va se déployer. Mais bon, c'est hyper compliqué. L'éducation, c'est hyper compliqué. On se déploie pas dans les pays comme ça. Genre en Allemagne aujourd'hui, c'est dur. Franchement, il y a des jours où on se dit que c'est dur. Et bien justement, moi je voulais que vous veniez pour nous parler un peu de l'éducation et de l'enseignement et des nouvelles pédagogies. Ou en tout cas, en fait, il me semble que quand on est une école comme Epitech et qu'on se doit de former des experts en technologie de l'information, avec le monde qui change, avec tout ce qui se passe tout le temps constamment, la question de la pédagogie doit être très ardue pour y répondre. Comment vous faites en fait? Quel parti pris vous avez choisi? Alors ça remonte assez loin, parce qu'en gros, si on regarde, si on fait un peu d'histoire, à l'échelle de l'informatique, 20 ans, ça fait loin. Mais 98-99, en fait, c'est le début du web, c'est le début c'est le moment où l'open source. Regardez ce qu'a fait Linus Torvald avec Linux. Il le met dans l'open source. Et je me souviens qu'à cette époque-là, on faisait venir des boîtes à Epita pour leur montrer ce que c'était Internet. Et les mecs nous disaient non, mais ça, dans 6 mois, c'est foutu, c'est un gadget et tout ça. Bon, ok. Et en fait, à ce moment-là, on se dit mais quand on allait dans les écoles à l'époque, on allait chercher l'infrastructure. Vous vous souvenez, avant, il y a des petits modems qui se faisaient screech, bip, bip et tout, qui marchaient pas hyper bien. Nous, on avait des liaisons spécialisées. On avait la compétence, la connaissance. Et en fait, on voyait ce monde se créer petit à petit avec ces pages web se créer, ce contenu et ce décalage qui se mettait en place. Et au fond, le truc était de dire, bon, soit on galope toujours derrière les nouvelles solutions, soit en fait, à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. Et si on reste sur les fondamentaux, au fond, notre sujet, ça ne va pas être d'apprendre la dernière technologie à la mode, on s'en fout. Notre sujet, ça va être de donner les éléments aux étudiants pour qu'ils apprennent la programmation impérative, la programmation orientée objet, la programmation fonctionnelle. Et petit à petit, comme ça, on rajoute... donc, c'est quoi les aptitudes pour travailler dans le secteur de l'info? Il faut savoir travailler en équipe, même si on peut être freelance, seul dans son coin. Il faut avoir une forte capacité de chercher de l'information. Il faut avoir une forte capacité aussi de modélisation. Quand on code, finalement, on est face à un petit truc qui est gros comme ça et qui a une quantité d'informations incroyable à l'intérieur, donc il faut pouvoir modéliser dans l'esprit pour se retrouver dans tout ça, il faut architecturer les choses. Et donc on a mis en place tout un tas de... Bon, moi j'étais pas là à cette époque-là, j'ai pris la direction de l'école en 2013, mais en tant qu'étudiant je l'ai vécu, je l'ai vu.
on va faire des projets qui sont des projets hyper fondamentaux. Quand vous arrivez à Epitech, en gros, et même quand vous êtes à Epita, on vous fait faire du langage C. Alors on nous dit, mais pourquoi vous faites ça? Après, vous n'allez pas sur des langages modernes. Tout simplement parce qu'on veut que nos étudiants connaissent l'anatomie des ordinateurs. Je pose tout le temps la même question. Est-ce que vous accepteriez que votre médecin ne connaisse pas l'anatomie de votre corps? Pourtant, vous pourriez être ophtalmo. Vous pourriez cliquer sur les 3-4 machines qu'il a devant lui, et puis vous sortirez le petit bout de papier en vous disant « mais il vous faut telle correction ». Sauf que quand il y a un problème, c'est plus compliqué. Donc nous, on reste sur les fondamentaux. Et en fait, toute l'ingénierie pédagogique de l'école, c'est de trouver des cas, des projets qui vont mettre les étudiants dans une situation de blocage où ils vont devoir progresser. Comment je progresse? Je progresse en posant la question à mes pairs, ou je vais chercher de l'information sur les manuels qui sont sur les ordinateurs, ou je vais chercher de l'information sur Internet. Mais à aucun moment, il y a un prof qui va faire un cours. Alors en plus, ça a une autre vertu, c'est que quand vous faites de l'académique, vous faites une évaluation statistique de la connaissance. Je vous fais 40 heures de cours, vous bachotez, et puis je vais en prendre un sujet. Quand je fais du projet, je fais de l'évaluation systématique. Donc dans l'école, les étudiants sont soumis en gros les 2 premières années sur... on leur apprend l'anatomie, je leur apprends à conduire dans une 4L, et en plus, la 4L, je la casse, quoi. Voilà. Et après, je leur apprends pas à conduire dans une Cessna en mode automatique. Ça sert à rien. Je leur fais pas faire de Python, par exemple. Je prends ça d'exemple des langages de haut niveau. Oui. Mais moi, je suis assez inquiet du mouvement de tout le monde doit coder et de l'apprentissage du code par des langages de haut niveau. Parce qu'au fond, ça prend tellement de choses en compte que, ok, vous savez utiliser une solution. Et c'est pas la même chose de savoir utiliser que de savoir construire. Voilà. Donc première année, on leur fait faire des projets seuls, à 2, à 3, 1 heure, une après-midi, toute une combinaison. La première année, en fin de première année, ils redéveloppent un shell Unix. Donc là, ils ont appris globalement tout le système et tout le reste. Ils commencent à galérer. Et c'est là qu'on leur dit, ils commencent à faire de l'objet tout seul, tiens. C'est là qu'on leur dit, tiens, vous savez les gars, mesdemoiselles, on n'a que 5%. On se bat beaucoup avec Deep T Shander, mais c'est un vrai sujet, on n'y arrive pas. Il y a la programmation orientée objet qui a été inventée. Et là, on va repartir sur des langages qu'on considère des langages fondamentaux comme le C++. Et après, nous, c'est pas tellement notre sujet de leur apprendre le Java, le .NET, le bidule. Il y a des modules pour qu'ils le fassent, mais on reste tout le temps là-dessus. Ensuite, sur les nouvelles technologies, on va, à partir de la 3e année, travailler sur des sujets d'innovation. Donc on va leur expliquer qu'ils ont une expertise. On va leur expliquer, moi ce contre quoi je me base, c'est l'idée que les projets foirent parce que le softeux, l'informaticien, le développeur, le codeur, peu importe son nom, n'arrive pas à parler au mec ou à la nana de la com, du marketing, du business. Combien de fois vous avez dans des entreprises des gars qui vous disent « Ah non mais la DSI... non mais ça peut pas marcher à cause de la DSI. » Et vous allez voir la DSI, vous dites « Non mais ça peut pas marcher à cause du marketing, ils comprennent rien à ce qu'on fait. Non mais attends, ils sont complètement... » Voilà, ça, il faut... C'est un enjeu de savoir parler, surtout dans des structures qui aujourd'hui sont totalement transverses, où on a arrêté les silos. Effectivement, les enjeux de compréhension de langage, pour le coup pas du tout informatique mais humain, sont énormes. C'est ça, c'est donc comment on fait en sorte que les étudiants aient les éléments de langage pour pouvoir, et suffisamment d'empathie pour pouvoir se projeter et comprendre les besoins de l'autre. Donc à partir de la 3e année, ils sont soumis à un process d'innovation en 3 étapes. On va faire venir des personnes de l'extérieur, donc on a des philosophes, on a des patrons de boîtes, on va parler de techno, on va parler de filières, parce que les étudiants, au fond, ils sont intéressés par 2 choses, les filières, admettons la santé ou une technologie liée à la data. Donc on a ce cycle de conférences et on dit aux étudiants, vous avez une expertise. Cette expertise, vous devez la mettre au profit de la résolution de vrais problèmes. Aujourd'hui, ces 5 dernières années, on a quand même un problème qui est qu'on est leadé par les buzzwords. C'est une mauvaise chose. C'est quand on regarde, vous faites Google Trends, vous regardez les buzzwords sur la data, etc., vous verrez que tout est en train de... tout est moins trendy. C'est normal parce que 80% ou peut-être même plus du soft est appliqué. Et l'idée que la disruption du travail se fera par la technologie, c'est une absurdité. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que le jour où les gens n'ont plus de travail, le jour où les gens ne peuvent plus éduquer leurs enfants, ça sera la révolution, pour de vrai. Donc il faut se battre contre ça. Donc nous, on a pris, il y a 4 ans, la décision de se battre contre ça. C'est-à-dire on n'est pas du tout allé dans la mouvance hyper start-up, on n'est pas allé dans la mouvance des barbares attaques, on est allé à l'opposé de ça. On a dit à nos étudiants, vous devez comprendre quels sont les vrais problèmes de la société et vous devez proposer des solutions. Ensuite, vous déciderez si vous mettez de l'IA, si vous mettez de l'IoT, si vous mettez de la data, comment vous combinez tout ça
pour résoudre votre problème. Ça a été un travail de malade. On commence à y arriver. Aujourd'hui, on a des étudiants qui travaillent sur la problématique On a un étudiant qui a la mucoviscidose. Ils ont développé une solution en s'associant à des partenaires industriels, en allant lever des fonds auprès des fondations pour justement permettre à ce gamin de recevoir les ordonnances de son médecin hyper rapidement. Parce que c'est important pour lui. On a des gamins qui travaillent sur la problématique de la survie des abeilles, comment on peut aider les apiculteurs. Et pour moi, l'informatique, aujourd'hui, la société doit prendre conscience qu'il y a un besoin qui est hyper fort de recentrer les choses sur l'humain, sur le progrès de la société. Parce qu'on parle souvent de la fin de la planète Terre ou ainsi de suite. La planète Terre, moi j'ai commencé mes études par la géologie, j'ai appris toutes les strates géologiques. La planète Terre, elle en a rien à cirer. Sa date de mort, elle est à peu près programmée à 4,5 milliards d'années. C'est quand le Soleil la bouffera. Mais d'ici là, c'est le sujet de l'humanité. Regardez ce qui s'est passé au Mozambique. Un cyclone incroyable. Le titre, c'est terrible, on n'a presque plus personne à sauver. Quand j'ai vu ça, moi j'ai grandi sur l'île de la Réunion, donc c'est pas très loin. Et j'ai subi des cyclones. C'est terrifiant. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Donc, c'est pas l'IA qui va sauver la planète, c'est pas l'IoT, c'est pas la data. Toutes ces technologies sont liées les unes aux autres. Et en fait, si on revient à quelque chose de plus humain, de plus focalisé sur les problèmes, on réussira à faire des super trucs. Donc en fait, votre sujet dans cette pédagogie, dans cette éducation, c'est de créer les gentilshommes du 21e siècle. Des personnes qui seraient capables, des humanistes, des personnes qui seraient capables de plutôt de repenser en termes humains plus qu'en termes autres. En fait, alors, moi, je vais raconter l'histoire. Quand je suis arrivé à Epitech, donc j'ai pris la suite de Nicolas Sadira qui partait à 42, et en fait, on avait un projet de déployer Epitech en Chine. Je vous passe les détails des discussions avec les Chinois, c'était très intéressant. Mais en tout cas, en Chine, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire chinois, membre du Parti communiste, qui s'occupait de tout l'enseignement de l'informatique en Chine. Et il m'a dit, Emmanuel, si tu veux travailler avec nous, il faut que tu nous comprennes. Donc je vais te faire pas le tour de Chine, parce que c'est un peu long, mais on va aller aux endroits essentiels. On va aller voir la muraille de Chine, on va aller à Xi'an. On est allé à Xi'an, d'accord. Pourquoi on va à Xi'an? Parce que Xi'an, c'est au milieu de la Chine, d'accord. On va aller voir le mausolée de l'empereur de Chine, d'accord. Si tu regardes bien le mausolée, il a un endroit particulier. Ouais, il est au milieu d'une espèce de plaine. Ouais. Il y a une montagne et il y a un cours d'eau. Il est au milieu. Parce que c'est l'empire du milieu. Les décisions sont prises au milieu. L'eau évite les hauteurs et remplit les creux. C'est pour ça que les Français ont beaucoup de problèmes avec les Chinois. C'est qu'en fait, les Chinois, ce qui est important, c'est d'avancer, quelle que soit la direction. Et donc on va visiter donc, les soldats... là où il y a les soldats de terre cuite. Bon, vous savez qu'il y avait comme tout le monde qui a des soldats de terre cuite, je les avais vus, j'ai trouvé ça sympa, je ne m'étais pas forcément intéressé, mais quand je suis arrivé devant cet hangar qui est immense, vous avez 3 ou 4 tranchées, et j'ai pris conscience que tout était détruit à ce moment-là. Donc tout a été reconstruit. Les premiers que vous voyez devant, ils ont été reconstruits, et il y en a quelques-uns qui ont survécu à quoi? Au retournement de la population, à la mort de l'empereur. Et à ce moment-là, c'est 2013, et c'est le moment où on est à fond dans Uber, dans Barbara Attack. Dès que vous prenez un taxi, les mecs sont hyper inquiets de se faire disrupter par Uber. Moi, je leur dis, c'est pas Uber qui va vous disrupter. C'est Uber, ils vont se mettre sur le marché, ils vont capter le marché avec des mecs qui vont conduire, et ensuite ils vont disrupter ces gens-là par la voiture autonome. Donc la vraie disruption, elle va venir à cet endroit-là. Et je me suis dit, mais en fait, attends, on peut pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura plus quand les gens auront plus de travail? Qu'est-ce qu'on croit que le revenu universel, ça va régler le problème? Non, c'est du bullshit en fait. Il faut qu'on aille à l'opposé de ça. Donc je suis revenu de Chine en me disant, punaise, 1789, Xi'an, Noé, moi je veux pas être je veux pas porter la responsabilité de mettre en place des technologies qui vont mettre les gens dans la rue. Je veux pas le faire, ça m'intéresse pas. Pourtant j'ai fait de l'informatique pendant 20 ans. Donc, et en plus à ce moment-là, on se dit, dans une école, on va pas justement suivre les modes. 2013, Big Data, allez, ouais, Big Data, tout le monde. 2013 et demi, Smart Data, ouais, Smart Data. 2015, IoT, tout le monde, vous arrêtez, IoT. Puis plouf, plus d'IoT. Ce truc suivant, IA. Il y a Luc Julia qui vous dit l'intelligence artificielle n'existe pas. L'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage automatisé. Ce qui est cool avec l'intelligence artificielle, c'est que ça vous évite d'écrire des algorithmes, en gros. Mais si vous n'avez pas de data, vous n'avez pas d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le prochain? Quantum computing? Ouais, pas de problème, ça va être quantum computing. On est déjà en train de travailler dessus. Donc on ne peut pas faire ça. C'est pas le sujet. Donc en fait, on a besoin de construire autour des gamins l'écosystème le plus riche pour
leur personnalité, pour leur développement personnel. Si j'ai des gamins qui veulent travailler sur la santé, je crée autour d'eux l'écosystème le plus riche pour que ce soit les meilleurs dans la santé. Si j'ai des gamins qui veulent travailler sur de l'IA, exemple Thomas Solignac avec Goël Amaï, on crée autour d'eux un environnement pour... Si on a des gamins qui veulent faire de la cyber, on crée autour d'eux un environnement pour la cyber. Donc c'est l'école qui s'adapte Oui, on s'adapte, on fait tout pour s'adapter aux étudiants. Donc on a des gamins comme Dipti, qui avec Dipti, le sujet de la mixité... Elle a repris une association qui s'appelle EMA, qui a été créée en 2014 par Clémence Pissonneau et par Christelle Pissonneau et Clémence, j'ai plus son nom de famille, je suis désolé pour elle, salut. Diti a repris le sujet, elle l'a fait exploser, donc on a nationalisé ensemble, aujourd'hui ça va partout. Et on a plein d'autres exemples comme ça. Donc moi je pense que c'est le rôle d'une école de s'adapter, et je trouve que malheureusement le système français, il ne regarde pas la matière première, il ne regarde pas l'humain. Non, c'est vrai que généralement, c'est des grandes lignes qui sont comme ça imposées. Donc moi, je trouve ça, c'est pour ça que je voulais que vous veniez aujourd'hui, parce que je trouvais ça très intéressant, justement, de reposer l'humain au centre des problématiques. Et du coup, c'est accepté comment vous trouvez, parce que j'imagine que tous les étudiants sont peut-être pas forcément à l'aise avec cette liberté. Est-ce qu'il y a un moment au recrutement, vous faites quelque chose de particulier dans le recrutement qui fait que vous avez des personnalités qui vont totalement correspondre à cette typologie de pédagogie? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose de particulier? Ou est-ce que en fait, les gens viennent parce qu'ils savent que chez vous c'est comme ça et que... Alors, on est en train de changer aujourd'hui les admissions sur Epitech. Jusqu'à aujourd'hui, c'était des entretiens face-to-face. Je trouve ça archaïque. Je trouve ça terrible d'avoir un gamin qui se dit mon Dieu, j'ai quelqu'un qui va m'admettre. C'est le jour de ma vie. Si je le foire, je suis foutu. Il faut savoir que dans l'école, il y a 60% de bac S, 40% entre bac. LES, STG, Dipti, elle le dit, elle a fait un bac STG, 4 de moyenne en maths, personne ne voulait la prendre dans une école techno. On a des majors de promotion qui sont issus de bac pro, donc c'est assez open. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait sur les admissions, on est en train de changer complètement la façon de faire les admissions. Ce qu'on dit aux gamins, c'est, bon, ce qui est important, tu veux travailler dans un secteur. Ce secteur, c'est le secteur, a priori, de l'informatique. Pour travailler dans ce secteur, il faut avoir quand même certaines aptitudes. C'est plutôt cool si tu aimes travailler en équipe, c'est plutôt cool si tu as une capacité à chercher de l'information, à agréger de l'information, à la synthétiser, c'est plutôt cool si tu aimes quand même faire du code, parce que si tu n'aimes pas ça, ça va être compliqué. Et en fait, on crée en ce moment une espèce d'assessment center dans lequel on va mettre des groupes de 4 à 10, 12 personnes, et on va leur faire vivre comme ça sur une après-midi une expérience où on va évaluer leur capacité à travailler en équipe. On va évaluer leur capacité à raisonner, à résoudre des problèmes. On va évaluer leur capacité à appréhender le code, et on finira par l'école. Et on leur expliquera, à Epitech, tu n'auras jamais un prof qui te fera de cours un cours sur un tableau noir. Par contre, tu vas avoir des équipes autour de toi qui vont inventer des projets, qui vont te mettre des mots-clés et qui vont te pousser à chercher l'information. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, si tu es académique, il ne faut pas venir à Epitech. Et en fait, c'est là que la séparation se fait. C'est un gamin qui est académique ne réussit pas à Epitech. Un gamin qui est un maker réussit hyper bien à Epitech, même s'il a 4 de moyenne en maths. Ensuite, il y a un seul facteur de réussite, c'est ce que disait Angela Duckworth, c'est la résilience. Never give up. Never give up. Et quand les gamins arrivent à l'école, on leur apprend à oublier les notes. On leur dit, bon voilà, on commence en leur mettant quand même des notes et des grades pour pas, mais on leur dit, là si tu as un 0, c'est parce que moi je suis ton client, je t'achète pas ton logiciel. Et c'est ça, c'est les repositionner, c'est les positionner finalement dans ce qu'ils vivront plus tard. Donc quand ils arrivent à l'école, ils comprennent qu'il faut travailler en équipe. On a des profils qui nous disent, moi je ne veux pas travailler en équipe. Je ne veux pas travailler en équipe. Ah, ok, pas de problème, tu peux pas réussir ta scolarité. Ou j'avais pas compris que le code c'était ça, pas de problème. Mais l'aventure ne peut pas se faire avec nous, sinon ça marchera pas, et ne perds pas ton temps. Voilà. Donc et ensuite on recrute entre 1300 et 1500 étudiants par an. Cette année c'est compliqué parce qu'avec les mouvements Gilets jaunes, on a beaucoup de journées portes ouvertes qui ne fonctionnent pas parce que les gens ne peuvent pas venir nous voir. C'est un vrai sujet. Et effectivement, on travaille sur eux avant tout. On va même jusqu'à en entrée de piscine. Donc la piscine, c'est un peu comme les classes, c'est un temps fort, à leur poser des questions sur leur façon de travailler. Et on va essayer de déduire quel type d'intelligence ils sont. Est-ce qu'ils sont plutôt logico-mathématiques, intrapersonnels, kinesthésiques, etc. Et on collecte comme ça l'information pour voir si on est capable d'influer les équipes et de favoriser leur réussite
Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à exploiter, qu'on fait depuis 2 ans déjà. Ah, voilà. Super. Écoutez, merci beaucoup. Donc en fait, la conclusion de cette matinée sur l'aube d'une nouvelle révolution, ce sera en fait de l'humain avant toute chose. Donc voilà. Carrément. Comme ça. Merci beaucoup. On le supprimera pas, enfin, pas tout de suite.